Oui, je sais que dire que je craque, c'est un euphémisme. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc ce soir, je vais vous présenter mon expérience de l'auto-hébergement que je pratique depuis 2009. Donc, petite présentation vite fait, mon parcours informatique. Donc j'ai commencé l'informatique en primaire avec la Tortue Logo et le Basique, pour ceux qui connaissent, sur TO8. Et puis faut croire que ça m'a bien plu, donc j'ai continué, j'ai fait un DUT de génie électrique et informatique industrielle à Angers. Suite à ça, je me suis formée au développement web en autodidacte. Voilà, et je suis passée sous Linux avec la distribution Ubuntu en 2005. Et là, je viens de finir une formation à l'AFPA sur Java J2E. Donc voilà, c'est moi. Donc l'auto-hébergement, pourquoi vous allez me dire qu'il y a plein d'offres gratuites ou pas chères sur Internet. Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à s'héberger soi-même? C'est ce à quoi je vais essayer de répondre ce soir. Donc, une idée. Pourquoi s'auto-héberger? En fait, un jour j'ai répondu à une offre d'une société qui proposait une solution d'auto-hébergement sous Ubuntu pour les particuliers. Et durant l'entretien, on m'a dit vous n'êtes pas assez qualifié, voilà, mais pourquoi vous ne vous lancez pas dans l'auto-hébergement pour apprendre? Et puis je me suis dit ouais, c'est une chouette idée. Donc voilà comment est née l'idée de me lancer dans l'auto-hébergement. Donc ma motivation, c'était d'apprendre, parce que j'aime apprendre, j'aime ça, voilà, c'est quelque chose qui me motive, et j'aime apprendre les choses au moment où j'en ai besoin en fait. Donc là, j'en avais besoin, enfin pas besoin, mais c'était utile, donc j'ai appris. Donc voilà. Les avantages, alors pour moi, le gros avantage c'est la liberté. Parce que chez un hébergeur gratuit, il y a forcément des contraintes. Et, par exemple, on est limité en espace disque, on a une seule base de données, il y a des fonctions qui sont bridées ou qui sont inexistantes, on n'a pas la bonne version d'un logiciel qu'on veut utiliser. Donc l'avantage, c'est vraiment d'être libre, de faire ce qu'on veut sur sa machine et d'être juste limité par ce qu'on est capable de faire soi-même. Et je trouve ça très motivant et très enrichissant. Sinon, c'est la souris. Mais il y a aussi des inconvénients, forcément. Sinon, tout le monde le ferait. Premier inconvénient, sur une ligne ADSL, le débit montant, il est très réduit. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, voilà mon client. Donc voilà, sur une ligne ADSL, le débit montant est réduit, donc forcément ça limite les pages sont longues à s'afficher, donc on peut pas héberger n'importe quoi. Moi au départ c'était pour héberger 3 pages HTML et puis un blog et puis une galerie photo personnelle, donc c'était pas critique, et puis le nombre de visiteurs n'était pas critique non plus, donc c'était pas un problème au départ. Mais l'idéal, ce serait que le SDSL ou la fibre se répandent et qu'on puisse vraiment chacun s'auto-héberger. L'autre inconvénient, c'est la maintenance. Parce que chez un hébergeur, quand ça ne marche pas en RAL, là, je peux râler que sur moi. Donc, et puis c'est à moi de me débrouiller derrière pour régler les problèmes. Par exemple, un jour, il y a ma carte réseau qui a lâché. Et puis, je change de carte réseau, et puis impossible de la faire fonctionner la nouvelle. Donc, puis il y a ma mère derrière qui me dit il y a mon blog dessus, je veux réparer le truc. Donc voilà, je cherche, fichier de configuration, tout ça je ne comprenais pas. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par trouver le fichier de configuration qui mettait une règle qui faisait que c'était l'ancienne carte qui était détectée, pas la nouvelle. Donc on est content quand on trouve ce genre de problème. Et la sécurité.
Donc oui, au départ, j'étais chez Free, donc je redirigeais seulement pour 80 sur le serveur, parce que j'avais juste un service web, donc ça suffisait, et du coup la Freebox faisait firewall. Mais mon serveur grandissant, puis de plus en plus de services, j'ai configuré le serveur en DMZ, Limited Zone, ce qui fait que tout le trafic est dirigé vers le serveur, et du coup il faut configurer un firewall sur le serveur. Donc, du coup, j'ai configuré des règles IP tables qui permettent de ne laisser passer que ce qu'on veut autoriser, tout le reste est bloqué. Donc j'autorise les ports au cas par cas en fonction de ce que je veux utiliser. Et donc régulièrement, il y a des tentatives de connexion en force brute. J'ai des logs, je vois souvent des tentatives, et du coup, pour éviter ce genre de problème, les IP qui tentent un trop nombre de connexions échouées sont bannis durant un certain temps. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé quelquefois de me bannir moi-même. Donc dans ce cas-là, on se retrouve un peu embêté, et on voit que ça parle à certains. Et on est obligé de se connecter sur un autre réseau pour pouvoir se débloquer. Donc c'est sympa, mais c'est très sympa. Et donc en 5 ans d'auto-hébergement, j'ai eu un seul gros souci, j'ai eu un seul souci de sécurité qui était dû à un logiciel qui n'était pas à jour, donc il y avait une faille de sécurité dedans. Et ça permettait en fait d'envoyer un fichier en écriture sur le serveur. Et le fichier htaccess, qui permet de faire des redirections à la volée, avait été modifié. Et en fait, les gens qui venaient sur le site directement ne voyaient rien, mais ceux qui venaient depuis Google étaient redirigés vers un site en Russie. Donc c'était un peu dommage. Et donc une fois le logiciel mis à jour, il n'y a plus de problème. Et c'est vraiment le seul souci de sécurité que j'ai eu en 5 ans. Donc je m'estime contente. Donc ensuite, le choix de la machine. Donc j'ai pas choisi Mintel, je vous rassure. Hein. Donc au départ, l'idée c'était que ça coûte rien, sauf la consommation de la machine. Donc j'ai pris un PC de récupération. Donc voilà, le PC qui était avec l'onduleur à côté chez mes parents dans le placard. Donc un 333 MHz avec 256 de RAM. Donc pour mes petits projets du départ, ça suffisait amplement. Hein. Comme vraiment l'idée c'était que ça coûte rien, c'était vraiment de la récup. Mais il a rendu de bons services. Et puis au bout d'un moment, quand même, 256 de RAM, 333 MHz, ça fait un peu juste. Le site est un peu lent à répondre. Donc du coup, je me suis décidé à investir et j'ai acheté une e-box qui a l'avantage d'être toute petite, silencieuse. Et derrière, niveau configuration, il y a un double cœur 1 Go 6 et 2 Go de RAM. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc les choix logiciels. Donc pourquoi une lampe? Oh purée. C'est bon. Donc pourquoi une lampe? Parce que j'ai choisi une solution qui s'appelle lampe justement. Donc c'est la lampe de Pixar si vous connaissez. Donc pour la distribution Linux, je suppose qu'il y en a qui ont déjà deviné que j'avais choisi Debian, vu que les versions de Debian sont nommées d'après des personnages de Toy Story. Donc voilà, j'ai choisi Debian parce que j'étais une utilisatrice Linux, Ubuntu. Donc Debian, ça me paraissait une évolution évidente, quoi. Et puis c'est réputé pour sa stabilité. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et puis comme j'étais sur un serveur configuration assez limitée, j'ai installé sans interface graphique. Et puis je trouvais ça plus formateur aussi d'apprendre vraiment à me servir de la ligne de commande. Donc le A de la lampe, c'est pour Apache, le serveur de fichiers. Donc pourquoi Apache? Parce que moi j'utilisais EasyPHP avant en test, donc EasyPHP utilisait Apache. J'ai continué sur ce que je connaissais. MySQL pour la base de données, pareil, c'était avec EasyPHP. Puis comme je me suis formée en autodidacte, c'était ce qui était bien documenté sur Internet. Donc c'était plus facile d'apprendre. Et PHP. Alors, pour la petite histoire, PHP, quand j'ai commencé à apprendre, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est facile comme langage. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était dérivé du C que j'avais appris à limiter. Donc j'ai compris pourquoi ça m'avait l'air facile. Et la configuration, donc c'est
la phase RTFM, ou lit fichier manuel, pour rester poli. Donc là, on cherche sur Google, on lit la doc en anglais, on essaye les tutoriels, ça marche pas, on recommence. Moi j'aime bien aller toujours au plus simple. J'aime pas utiliser des solutions alambiquées. Donc par exemple, j'ai pas réussi à faire un serveur FTP sécurisé, parce que le FTP de base n'est pas sécurisé. Et du coup, je passe uniquement par SSH pour transférer les fichiers. Le nom de domaine, alors pour ceux qui ne voient pas, il y a écrit que vous êtes ici. Et parce que une adresse IP, c'est pas facile à retenir, c'est pas intuitif. Donc il faut lui lier un nom de domaine. Donc moi j'ai eu la chance de toujours avoir une IP fixe, que ce soit chez Free ou chez Bouygues. Du coup ça facilite grandement quand même la configuration, on a juste à dire au registre, voilà, c'est telle adresse IP, c'est tout. Pour ceux qui n'ont pas d'IP fixe, il y a des solutions qui existent, comme DNS par exemple, qui permettent de vérifier régulièrement l'adresse IP et de la mettre à jour si besoin. Et donc en conclusion, l'auto-hébergement pour moi, les défauts, à part le débit faible, le débit montant faible, pour moi c'en est pas, parce que l'idée c'était d'apprendre, de faire quelque chose d'intéressant. Donc pour moi c'est pas des défauts, puis l'avantage de la liberté est quand même un gros côté positif. Donc voilà, si vous avez des questions. C'est fini. Est-ce que j'ai parlé assez fort? Oui. Ok. C'est fini, c'est bon. Merci Marie-Lise. Est-ce que vous avez des questions pour Marie-Lise? Non, j'ai été très claire. Ah si, c'est bon. Juste au niveau des backups, est-ce que tu fais des backups? Alors, oui. J'utilise Backup Manager, je crois. Et L'idée de migrer après vers un serveur virtuel, par exemple, chez OVH, en partant de l'idée d'avoir quelque chose de finalisé chez soi et de pouvoir exporter sur l'hébergement. Là, après, l'intérêt, c'est que moi, ça me coûte le prix de la consommation annuelle. Donc, le e-box, ça consomme 21 watts. Donc, c'est vraiment pas cher. Et payer pour quelque chose que je peux faire moi-même, je trouve ça dommage. Et puis, je ne connais pas les tarifs, mais à mon avis, c'est hors budget. Avec une solution comme celle-ci, en termes de trafic, tu arrives à monter jusqu'à quel niveau de trafic aujourd'hui? Déjà, il y a combien de sites d'hébergés, combien de blogs? Alors, principalement, il y a un blog qui a relativement un petit trafic, on va dire, je sais pas. Quand je regardais les logs, il y avait 50 visites par jour, quoi. Mais sinon, le reste, il y a vraiment pas un gros trafic dessus, quoi. Après, je pourrais pas dire quel trafic ça peut supporter. Je sais pas. Vous avez essayé de faire tourner autrement du Java J2E suite à votre formation? Alors j'ai essayé, mais j'ai eu des soucis parce que forcément l'AFPA elle était sous Windows, c'était pas la même version des logiciels et tout, et j'ai pas réussi à faire fonctionner un truc que j'avais fait à l'AFPA chez moi. Donc pour l'instant j'ai laissé tomber, mais oui c'est une chose que j'aimerais faire. Parce qu'on trouve pas beaucoup de développement. Oui, je sais, j'ai remarqué. Donc oui, c'est une chose que j'aimerais faire. D'autres questions? Oui. Par exemple, le fait d'héberger un site comme ça chez vous, du coup, ça vous empêche quand même d'utiliser des services comme le peer-to-peer ou des téléchargements, je pense, puisque non. Ça n'empêche pas, du coup, quand moi je télécharge, je prends sur mon débit descendant, pas sur mon débit montant. Et du coup, il y a quand même un petit peu de upload, par exemple, sur du peer-to-peer. Oui, bien sûr, mais voilà. Ça bloque pas du tout, ça n'empêche pas du tout. Pour le nombre de visites qu'il y a par jour, non, c'est pas du tout critique. Il y a une fois, le site, il était, je sais plus pourquoi, il y a une panne d'une semaine. Ma mère m'a seulement dit au bout d'une semaine que son blog était inactif. Donc, c'est pas, voilà, et c'est vraiment le blog de ma mère qui génère le plus de trafic. Et comment vous gérez les alertes
les alertes panne, le service web qui t'a arrêté ou des choses comme ça? Alors les alertes panne, c'est ma maman, toujours. Allô Marie-Lise, je comprends pas, je faisais un truc sur le blog et ça marche plus, j'ai fait une bêtise. Et j'ai dit non, non, c'est pas toi, c'est moi. C'est ça en général, les alertes. Et sinon, bah... c'est tout. Principalement. Merci beaucoup Marie-Lise. De rien, merci.